pour comprendre les cardiopathies congénitales. Voilà. Donc, embryologie. Principalement, lorsqu'on fait lorsqu'on parle de l'embryologie, on commence toujours par le cœur primitif. L'embryologie, c'est quoi? C'est l'étude de cette progression aller d'un tube cardiaque primitif, d'accord, au cœur définitif. Donc là, on a à gauche le tube cardiaque primitif et à droite le tube ou le cœur définitif. Donc le cœur définitif est défini par la présence de trois segments. On a le segment atrial, le segment ventriculaire et le segment artériel. Donc le segment artériel, c'est l'artère pulmonaire et le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte. Donc l'embryologie, c'est quoi? C'est l'étude de cette progression allant de tube cardiaque primaire au cœur définitif. Pourquoi c'est très important de comprendre l'embryologie? Une cardiopathie congénitale est définie par un arrêt de développement embryonnaire du cœur. Donc là, allant du tube cardiaque primaire jusqu'au cœur primitif, sur une étape particulière, l'arrêt de progression du tube cardiaque se fait. Donc cet arrêt nous donne une cardiopathie congénitale. Donc pour comprendre la cardiopathie congénitale, il est impératif de comprendre l'embryologie. Si on parle de l'embryogénèse, donc trois et quatre étapes sont très importantes dans l'embryogénèse et à retenir. Donc, première étape, c'est le développement du tube cardiaque primaire. Donc, première étape, c'est le tube cardiaque primaire. Le développement du tube cardiaque primaire. Donc, on va essayer de parler du tube cardiaque primaire pendant cette session. Après, la deuxième étape, c'est la formation des cavités cardiaques. Formation des cavités cardiaques, c'est les deux oreillettes et les deux ventricules. Troisième étape, c'est la septation. Donc, une fois que les cavités cardiaques sont formées, il y aura une septation. Et la septation va se produire sur les trois étapes, et sur les trois segments. Le segment atrial, donc ça va donner une septation atriale. Le segment ventriculaire, qui va donner la septation ventriculaire. Et le segment artériel, qui va donner la septation la septation aortopulmonaire par ce qu'on appelle le septum aortopulmonaire. Donc là, sur les trois segments, on a une septation, puisque sur chaque segment, les cavités se développent conjointement. Et un problème de développement de cette septation va nous donner soit une cilia, soit une CIV, soit une fenêtre aortopulmonaire ou un tronc artériel commun s'il se produit à l'étage artérielle. Donc, ça, c'est la septation. Une quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le wedging. Vous allez voir, c'est quoi le wedging au fur et à mesure. Le wedging, c'est le fait que l'aorte, elle va progressivement reculer pour se connecter au ventricule gauche. Les deux gros vaisseaux, durant le développement embryonnaire, sont branchés sur le ventricule droit. Et progressivement, l'aorte va passer en postérieur pour se connecter au ventricule gauche. Et si le wedging ne se produit pas, les deux gros vaisseaux restent branchés sur le ventricule droit et ça va nous donner ce qu'on appelle le ventricule droit de blessure. Donc là, les anomalies du wedging, c'est un groupe de pathologies cardiaques qu'on verra par la suite. Donc, on commence par la première étape. La première étape, c'est le tube cardiaque primaire. Il est très important de comprendre le développement du tube cardiaque primaire. Et si on suit les phases de développement du tube cardiaque primaire, on va parler de la phase initiale du tube cardiaque primaire, c'est-à-dire sur quelle base histologique et embryonnaire il va se développer. Deuxième étape, on va parler de la segmentation et le développement du tube cardiaque. Troisièmement, on va parler de la boucle, ce qu'on appelle la boucle cardiaque, ou on appelle boucle cardiaque en français, en anglais on appelle looping, le looping. Donc lorsqu'on parle de looping, on parle de boucle cardiaque et la formation de cette boucle cardiaque. On va essayer de voir le rôle des facteurs moléculaires dans
le développement de ce tube cardiaque. Juste un petit rappel de la phase initiale du développement du tube cardiaque. Là, vous voyez à gauche, on a ce qu'on appelle le disque embryonnaire. Juste après la formation du disque embryonnaire, il y a trois couches qui vont se développer. D'accord? On a le mésoderme qui est au milieu, l'ectoderme qui est la couche la plus superficielle et l'endoderme qui est la couche la plus profonde. Donc, on a endoderme, mésoderme et ectoderme. L'ectoderme va nous donner tout ce qui est système nerveux central et ça va donner la peau. Endoderme, ça va donner le tube digestif et les poumons. Et le mésoderme, c'est le mésoderme qui va nous donner par la suite tout ce qui est muscle, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le cœur. Donc, le cœur dérive du mésoderme. Si vous avez des questions, vous pouvez activer vos micros et vous pouvez activer vos caméras si vous voulez. Donc, si vous avez des questions, parce que c'est une session interactive, vous m'arrêtez et je peux répondre à votre question. Très bien. Donc, là, on répète les trois couches du disque embryonnaire. On a l'endoderme, le mésoderme et l'ectoderme. Ce qui nous intéresse par rapport au développement du tube cardiaque, c'est principalement l'endoderme. C'est très important parce que la plupart des composantes du cœur se développent à partir à partir du du mésoderme, mais aussi certaines cellules vont migrer de l'ectoderme et qui vont participer également à la formation du cœur, principalement aux bourgeons, ce qu'on appelle les bourgeons endocardiques de l'outlet et la septation aorto-pulmonaire. Il y a des cellules de l'ectoderme, principalement de la crête neurale, qui vont migrer et qui vont participer à la septation. Principalement, on a, je répète, donc là je répète juste pour fixer les idées, le cœur dérive principalement du mésoderme, d'accord? Mais il y a des cellules qui vont migrer par la suite, tardivement, qui vont migrer de l'ectoderme. L'ectoderme, je répète, ça c'est fait pour le tube, à partir de l'ectoderme dérive le système nerveux central et la peau. Donc des cellules qui dérivent de l'ectoderme et qui vont donner la crête neurale vont migrer par la suite dans ce qu'on appelle le champ cardiaque secondaire et qui vont participer à la formation du cœur et surtout principalement à la septation et la septation entre la valve aortique et la valve pulmonaire et la septation entre l'aorte et le tronc de l'artère pulmonaire. Donc la notion de champ cardiaque primaire, c'est-à-dire les composants du cœur qui dérivent du mésoderme, et le champ cardiaque secondaire, ce sont les cellules qui vont migrer progressivement par la suite, que ce soit à partir du mésoderme ou de l'ectoderme, et qui vont participer également au développement cardiaque. Donc là, c'est juste une répétition. Vous voyez le développement à partir du tissu embryonnaire. Et là, vous voyez ce qu'on appelle le champ cardiaque primaire. Donc là, c'est First Heart Forming Region, le champ cardiaque primaire qui dérive principalement de l'ectoderme, du mésoderme, et le champ cardiaque secondaire et qui dérive de l'ectoderme et certaines autres compositions. Après, les cellules, vous voyez, les cellules mésodermiques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se former progressivement pour donner ce qu'on appelle le tube cardiaque. Donc, pourquoi le tube cardiaque? Le tube cardiaque, il est au départ droit. C'est le tube cardiaque droit. Avant de former un seul tube, au départ, les cellules mésodermiques vont progressivement se rencontrer au milieu. Donc, au départ, ils vont donner un tube à droite, un tube à gauche.
les deux tubes vont fusionner au milieu pour donner un seul tube cardiaque. Donc, le tube cardiaque, je répète, il dérive du mésoderme. Donc, le mésoderme qui va donner le tube cardiaque. Au départ, vous voyez, ce tube cardiaque, il est droit. Et ce tube cardiaque, il est droit, il a un pôle veineux et un pôle artériel. Le pôle veineux, donc là, ce qui va donner par la suite les veines systémiques, c'est-à-dire la veine cave supérieure et inférieure. Donc là, sur le tube cardiaque, il n'y a pas de veine pulmonaire. Donc les veines pulmonaires ne se développent pas avec le tube cardiaque. Les veines pulmonaires vont se développer avec le poumon. Donc là, le retour veineux pulmonaire ne se développe pas avec le tube cardiaque, avec le cœur. Le retour veineux pulmonaire, il se développe indépendamment du cœur, il se développe avec le tissu pulmonaire. Le retour veineux pulmonaire, il va se connecter secondairement et tardivement au cœur. Donc, le pôle veineux va donner par la suite le retour veineux systémique, c'est-à-dire la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et le sinus coronaire. Donc, c'est ça le retour veineux systémique. La veine cave supérieure, ça draine le retour veineux de la tête et des membres supérieurs. La veine cave inférieure draine le retour veineux de l'abdomen et des membres inférieurs. Le sinus coronaire draine le retour veineux des coronaires. Et tout cela va dériver du pôle veineux. Alors que le pôle artériel, qui est situé je vous le montre ici, vers le haut, le pôle artériel, il va nous donner par la suite le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte. Et principalement, on va l'appeler ce qu'on appelle le sac aortique qui va donner l'aorte ascendante. Au milieu, c'est-à-dire entre le pôle artériel et le pôle veineux, on a au milieu ce qui va donner par la suite les oreillettes et les ventricules. Donc là, vous voyez, ça, c'est le tube cardiaque droit au départ. Ce tube cardiaque, il va au milieu, ce tube cardiaque, au milieu, il va progresser rapidement sa multiplication. Donc là, il va rapidement augmenter de longueur et cette progression, elle est plus rapide que la progression de l'embryon. Donc, parce qu'on est à ce stade, on est toujours à un stade embryonnaire. Donc, la progression du tube cardiaque, elle est plus rapide que la progression de la taille de l'embryon. Ce qui fait, ce tube cardiaque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'incurver du moment où il ne va pas trouver de la place pour progresser en hauteur. C'est comme si vous êtes, vous n'avez plus de place pour allonger vos membres inférieurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plier vos membres inférieurs. C'est ce qui va faire ce tube cardiaque. Donc, il trouvera plus d'espace en longueur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se plier. D'accord? Il va se plier. Et cette plicature qu'on va appeler, donc là, vous voyez, c'est ça la plicature. Et cette plicature, donc au départ, c'est un tube cardiaque primaire et par la suite, il va se plier. Et cette plicature, on va l'appeler looping, donc looping ou la boucle cardiaque. On va par la suite détailler cette plicature qui est très, très importante et ça va expliquer pas mal de malformations cardiaques. Et si on voit sur cette image, donc là, cette image nous montre principalement le retour veineux. Voilà. Donc à ce stade, le retour veineux systémique, il va se faire. Donc au stade de tube cardiaque, la circulation, euh, elle est en série, c'est-à-dire le sang rentre par le pôle veineux et sort par le pôle artériel. Donc, il y a un certain élément, un certain nombre d'informations qu'il faut se rappeler avant d'avancer plus loin. Premièrement, le tube cardiaque primaire, n'est pas ce qu'on appelle un homunculus, c'est-à-dire il n'y a pas toutes les composantes du cœur définitif qui sont présentes sur le tube cardiaque primaire. Je vais m'exprimer. Le tube cardiaque, par exemple, le ventricule primitif que vous voyez ici,
va donner juste le ventricule gauche. Le ventricule droit ou le tissu qui va former le ventricule droit n'existe pas sur le tube cardiaque primaire. Le ventricule droit appartient à ce qu'on appelle le champ cardiaque secondaire. Donc, tout ce qui dérive du tube cardiaque primaire va donner les dérivés ou les cavités qui dérivent du champ cardiaque primaire. Tout ce qui va se rajouter par la suite sur ce tube cardiaque va donner ce qu'on appelle les éléments du champ cardiaque secondaire. Donc, le champ cardiaque secondaire, je répète, c'est soit des dérivés du mésoderme qui vont migrer par la suite, soit des dérivés de la crête neurale qui vont migrer par la suite. Donc, sur le tube cardiaque primaire, vous voyez ici, ça c'est un ventricule primitif. Le ventricule primitif, il va donner juste le ventricule gauche. Donc, ce qui va donner le ventricule droit n'existe pas sur le tube cardiaque primaire, puisque le ventricule droit dérive du champ cardiaque secondaire et qui va secondairement envahir le cœur. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut comprendre que les composantes que vous voyez ici ne se développent pas en même temps. C'est-à-dire, vous voyez là, on a principalement 5 éléments. On a le sinus venosus. Le sinus venosus, si vous vous rappelez, c'est le pôle veineux. Après, on a l'oreillette primitive ou l'oreillette commune, le ventricule primitif, le bulbocordis, le conus et le truncus. Donc là, on ne voit pas chez l'embryon normal les 5 éléments en même temps, puisqu'on a des éléments qui vont se constituer et qui vont mûrir par la suite, alors que d'autres éléments ne sont pas encore présents. Donc là, en réalité, il n'y a pas ça. Ça, c'est une représentation schématique et certaines composantes vont apparaître par la suite. Ça, c'est la deuxième remarque. Troisième remarque, en congénital, il y a plusieurs écoles et chaque école a sa propre nomination. Là, vous allez par la suite faire des lectures et vous allez trouver parfois il y a des contradictions, il y a des termes que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'avez pas déjà rencontré ces termes. Principalement, on a 2 écoles. On a l'école anglaise, l'école anglaise c'est l'école d'Anderson. Donc, c'est l'Anderson qui a fait, depuis les années 70, qui a développé l'embryologie, la terminologie embryonnaire. Et en parallèle, il y a l'école américaine, dont le leader, c'est le grand Van Prague. Van Prague, qui a commencé déjà ses travaux durant les années 60. Et chaque école a sa propre terminologie. Et là, vous allez voir par la suite qu'il y a il y a certaines discordances. Donc, pour ne pas trop vous compliquer les choses, durant cette présentation, je vais parler principalement de la terminologie adoptée par Van Prague. Donc, Van Prague, terminologie qui est l'école américaine. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à l'école de Van Prague, plutôt d'Anderson, vous pouvez avoir son ouvrage. Il a un ouvrage d'Anderson. Il est actuellement à la 5e édition et chaque année, chaque période, il fait une mise à jour et il fait un update de ces informations. Donc là, pour le moment, on va parler de l'embryologie selon Van Prague. Vous allez voir que certaines discordances entre les 2 écoles. Là, je vous donne juste un exemple parce que là, vous allez tomber dans cette confusion. Par exemple, Van Prague ne reconnaît pas la terminologie de conus et de bulbocordis. Donc là, vous voyez, ça c'est le bulbocordis que vous voyez ici en vert. D'accord? Donc ça c'est le bulbocordis, futur infundibulum pulmonaire. Et à partir de l'infundibulum pulmonaire, on aura le développement du ventricule droit. Alors que le conus, il va se diviser en 2 pour donner le conus sous-aortique et le conus sous-pulmonaire et ça va donner par la suite les autres composantes. Et le truncus, vous voyez, le tronc artériel commun ou le truncus, par la suite, c'est une formation vasculaire qui va se diviser en 2 pour donner l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, tout ça, c'est par rapport à la terminologie de Van Prague.
Là, le Anderson, donc là, je cite juste une petite différence, mais vous allez voir par la suite que ce n'est pas la même chose. D'après Anderson, il n'existe pas de bulbocordis, il n'existe pas de conus, il n'existe pas de truncus. D'après Van Prague, il y a ce qu'on appelle l'outlet. Il y a ce qu'on appelle l'outlet. L'outlet, c'est toute la partie qui entoure le tube cardiaque primaire dans sa partie artérielle. Donc là, pour lui, Anderson, tout ça, c'est l'outlet. Et l'outlet, qu'est-ce qu'il va faire? L'outlet, il va se diviser en deux. La partie proximale va se musculariser, qui va donner l'infundibulum pulmonaire. La partie distale va garder sa texture, va garder sa texture, pardon, va garder sa texture vasculaire et va nous donner l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc là, tout ça, c'est l'outlet qui va se diviser en deux parties. Tout ça, c'est, je répète, d'après Anderson. Mais là, on va rester dans l'école de Van Prague pour le moment. Donc, selon Van Prague, qu'est-ce qu'on a? On a le situs. D'après Van Prague, on a le situs, plutôt, pardon, le tube cardiaque avec sa partie proximale qui est le sinus venosus. Donc, le sinus venosus qui va nous donner par la suite le retour veineux systémique, je répète, retour veineux systémique, veine cave supérieure, veine cave inférieure et sinus coronaire. On a un pôle artériel qui va se diviser, un pôle artériel qu'on appelle le truncus. Ce truncus, il va se diviser en deux et qui va nous donner l'aorte et l'artère pulmonaire. Entre les deux, on a l'oreillette primitive. L'oreillette primitive, elle va se diviser en deux pour donner l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Le ventricule primitif, il va nous donner par la suite le ventricule gauche. Donc là, il n'y a pas de ventricule droit. Le bulbocordis et le conus, donc tout ça, toute cette partie, bulbocordis et conus, d'après toujours Van Prague, le bulbocordis, il va apparaître tardivement pour donner le ventricule droit. Donc ça, c'est le bulbocordis qui va nous donner le ventricule droit, mais ça va apparaître tardivement, pas en même temps que le ventricule primitif. Et il y a le conus qui va se diviser en deux pour donner le conus sous-pulmonaire qui va se transformer en infundibulum pulmonaire et le conus sous-aortique qui va se résorber par la suite et pour donner le wedging. Vous allez voir par la suite que c'est la résorption du conus sous-aortique qui va permettre à l'aorte de passer en postérieur et de se raccorder au ventricule gauche, alors que la persistance du conus sous-pulmonaire va garder l'artère pulmonaire en antérieur branchée sur le ventricule droit. On sait, là, peut-être un petit rappel, le ventricule gauche est toujours postérieur. Le ventricule droit est toujours antérieur. D'ailleurs, actuellement, les congénitalistes sont en train de dire qu'on s'est trompé la première fois d'appeler ventricule gauche et ventricule droit, parce que parfois le ventricule gauche il peut être à droite et le ventricule droit peut être à gauche. D'après ces congénitalistes, ils auraient dû appeler ventricule antérieur, qui est toujours le ventricule gauche, et appeler ventricule postérieur, qui est toujours ventricule droit, et comme ça, on n'aura pas de problème. Donc, je répète, le ventricule gauche est toujours postérieur. On va expliquer par la suite pourquoi il reste toujours en postérieur. Le ventricule droit, il est toujours en antérieur. Le ventricule droit, il peut être à droite comme il peut être à gauche. Donc là, on verra par la suite comment ça va se transformer. Donc tout ça pour dire que le ventricule gauche est postérieur. Donc l'aorte, pour qu'elle se raccorde au ventricule gauche, elle doit reculer en postérieur. Et pour qu'elle recule en postérieur, on a ce qu'on appelle le wedging. Le wedging, c'est quoi? C'est une résorption du conus sous-pulmonaire. Donc là, c'est schématiquement, on a ce conus, pardon, schématiquement, il y a ce conus qui va se diviser en deux par
ce qu'on appelle le septum conal. Donc, au milieu, il y a le septum conal qui va diviser le conus en deux. Et une fois que ce conus est divisé en deux, la partie qui va se développer au-dessous du tronc de la paix, c'est le conus sous-pulmonaire. Et la partie qui va se développer au-dessous de l'aorte, c'est le conus sous-aortique. Le conus sous-aortique, il va se résorber. Pourquoi il se résorbe? Lorsqu'il se résorbe par phénomène mécanique, l'aorte, elle va reculer en postérieur pour se raccorder au ventricule gauche. Il n'y a pas de question jusque-là. Je pense que vous avez compris. Donc, s'il n'y a pas de question, je pense que vous avez jusque-là au moins saisi le principal. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire actuellement? On va parler de la segmentation du tube cardiaque. Donc, la segmentation du tube cardiaque, ça veut dire quoi? Chaque partie du tube cardiaque va me donner un segment. Donc, l'oreillette primitive qui va me donner les oreillettes, droite et gauche. Le ventricule primitif et le bulbocordice vont me donner le ventricule gauche et le ventricule droit. Et le conus et le truncus, et si vous voulez principalement le truncus, qui va me donner le pôle artériel. Donc, c'est ça la segmentation. La segmentation, c'est trois segments. La segmentation, c'est la formation de trois segments. Le segment atrial, le segment ventriculaire et le segment artériel. Donc là, trois segments. Mais il n'y a pas que les segments, parce qu'il y a également ce qu'on appelle les jonctions. Donc, on a trois segments et deux jonctions. La jonction atrio-ventriculaire. Donc là, par l'étude de la jonction atrio-ventriculaire, on va dire quelle oreillette va se connecter à quel ventricule. Et la segmentation et la jonction ventriculo-artérielle qui va étudier quel ventricule va se connecter à quel gros vaisseau. Donc, segmentation atrio-ventriculaire et ventriculo-artérielle. Donc, la segmentation, c'est 5 étapes. Formation des oreillettes, donc segment atrial, des ventricules, segment ventriculaire, des gros vaisseaux, segment artériel, et deux jonctions, jonction atrio-ventriculaire et jonction ventriculo-artérielle. Donc, on va tout de suite faire juste un petit rappel comment on va transformer ce tube cardiaque en cinq segments, plutôt trois segments et deux jonctions. L'étape la plus importante en matière de transformation de ce tube cardiaque primaire, c'est ce qu'on appelle le looping. Enfin, on l'appelle le looping ou l'unlooping. Là, on ne sait pas parce que c'est une terminologie anglaise. Donc là, ce n'est pas du français. En français, on l'appelle la formation de la boucle cardiaque. Donc, on va utiliser looping parce que c'est plus scientifique. Donc là, on peut l'appeler la looping, le looping, ça ne change pas grand-chose. Ou on peut dire la loupe ou le loop ventriculaire, ça ne change pas grand-chose. Donc, looping du tube cardiaque, c'est transformer ce tube cardiaque droit en tube cardiaque en forme de S. Donc, le looping, ça passe par deux étapes. Looping, donc là, on passe de tube cardiaque droit. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le C-looping. Ça, c'est le C-looping. C'est-à-dire, ça donne en forme de C. Et vers la fin, ça va donner le S-looping. Le S-looping, c'est en forme, ça va donner un tube cardiaque en forme de S. Donc là, c'est des étapes. Là, le C-looping, c'est juste le ventricule primitif qui va s'incurver. Le S-looping, en plus du ventricule qui va s'incurver, on a les deux oreillettes qui vont également s'incurver sur le sinus venosus. Donc là, je répète, ça c'est le sinus venosus. Le sinus venosus, c'est futur retour veineux systémique. Je répète, pulmonaire, retour veineux pulmonaire, ça c'est indépendant.
le ventricule primitif et le pôle artériel, si vous voulez, par la suite. Donc ça, c'est le S-looping. Ce qui est important à savoir, c'est que le tube cardiaque, il va se plier dans quelle direction? Il va se plier à droite. Donc ça, c'est la droite. Et si le tube cardiaque se plie à droite, ça va me donner ce qu'on appelle un D-looping ou dextro-looping. C'est simple. Il se plie à droite, ça va donner un D-looping. D'accord? Ou D-loop. Donc, je répète, looping, c'est l'applicature au niveau ventriculaire. Donc, ça, c'est les ventricules qui vont se plier sur eux-mêmes. Et si le ventricule vont se plier à droite, ça va donner un D-looping. Et si ça se boucle à droite, va donner un D-looping. Imaginez que je vais mettre le ventricule gauche et le ventricule droit. Je vais mettre le ventricule, ça c'est, si vous vous rappelez, je vais mettre le ventricule gauche en rouge. Donc, si vous vous rappelez, c'est ça la partie qui va me donner le ventricule gauche. Donc là, ventricule gauche. Et la partie qui va me donner le ventricule droit, c'est cette partie. C'est la partie distale. D'accord? Donc là, si vous vous rappelez, c'est le bulbocordice qui va me donner le ventricule droit et c'est le ventricule primitif qui va me donner le ventricule gauche. Donc, ce tube cardiaque, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il s'incurve, il va suivre la courbature ou ce que vous voulez, l'applicature de l'embryon. Donc, l'embryon, il va se plier sous sa forme embryonnaire. Donc là, l'applicature célèbre ou fameuse applicature de l'embryon. Et lorsque l'embryon il va se plier, ce tube cardiaque, il va se plier de la même manière. Donc, ce tube cardiaque, il va se plier en antérieur. Donc, cette partie va passer, la partie antérieure, la partie distale, elle va passer en antérieur. Et la partie proximale, elle va passer en postérieur. Ce qui fait que ce ventricule primitif, il va rester en postérieur, d'accord? Et la partie distale, qui est ventricule droit, va passer en antérieur. D'accord? Donc, c'est pour ça que le ventricule gauche, il est toujours postérieur parce que l'applicature, elle se fait toujours en postéro-inférieur. Donc, cette applicature, elle va ramener le ventricule droit en antérieur obligatoirement. On ne peut pas avoir un tube cardiaque qui se plie en postérieur vers la colonne vertébrale. Toute l'applicature, elle se fait en antérieur vers la partie ventrale. Et si elle se plie en antérieur, ça va ramener le ventricule droit en antérieur. Donc, toujours le ventricule droit passe en antérieur. La deuxième remarque par rapport à cette applicature, c'est que généralement, l'applicature ou le looping, il se fait à droite. Et s'il se fait à droite, il va me ramener le ventricule droit à droite. D'accord? Et le ventricule gauche, il va le ramener à gauche. Donc, c'est comme ça que j'aurai un ventricule gauche à gauche et un ventricule droit à droite. Pourquoi? Parce que l'applicature, elle s'est faite à droite. Ça va donner un délit. Donc, si je répète, si le ventricule, si le tube primaire fait sa applicature ou ce looping en déloupe, c'est-à-dire à droite, ça va donner un ventricule droit à droite. Donc, déloupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire ventricule droit à droite. Donc, si je vous dis que je fais l'échocardiographie chez un nouveau-né, je vous dis que c'est un cœur en déloupe ventriculaire, vous allez comprendre tout de suite que durant la vie embryonnaire, le tube cardiaque a fait sa plicature à droite, ce qui a ramené le ventricule droit à droite. Si je fais l'échocardiographie et je vous dis que le ventricule gauche est à gauche et que le ventricule droit est à gauche et que le ventricule gauche est à droite, vous allez tout de suite comprendre que ce qui s'est passé, c'est le sens inverse. Et ce qui s'est passé, le sens inverse, c'est ça. C'est-à-dire, le tube cardiaque, il s'est incurvé à gauche, ça va donner ce qu'on appelle un L-loop, et dans le L-loop, automatiquement, le ventricule droit, il va se situer à gauche. Donc là, ça, c'est le ventricule droit. Et ça, c'est le ventricule gauche. VG, VD. Donc, vous voyez,
le tube, non, la L-loop, ou si si le tube cardiaque primitif est 5 heures à gauche, ça va me donner un L-loop avec un ventricule droit à droite. Donc, lorsqu'on parle de looping, je suis en train de parler de la position des ventricules. Et si, comme à l'état normal, l'applicature, elle se fait à gauche, ça va à droite, ça va donner un D-loop, droite D-loop. Donc dextro looping, ça va donner un ventricule droit à droite et un ventricule gauche à gauche, VG. Mais dans tous les cas, quelle que soit la situation, D-loop ou L-loop, le ventricule gauche, il est toujours postérieur. Le ventricule droit est toujours antérieur. Si le tube cardiaque fait un D-loop, le ventricule droit, il va être à droite et antérieur. Si le tube cardiaque passe en L-loop, le ventricule droit, il passe à gauche, mais il reste toujours antérieur. Je répète, ça c'est très important parce qu'on va comprendre par la suite. C'est comme ça qu'on va comprendre euh, le développement. Les deux ventricules, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la position spatiale des deux ventricules. Le ventricule droit, s'il est à droite ou à gauche, je vais comprendre la jonction atrioventriculaire, comment elle va se faire. Si le ventricule droit est à droite, automatiquement, il va se raccorder à l'oreillette qui est à droite. Donc, si j'ai une oreillette droite à droite et ventricule droit à droite, ça va me donner une jonction atrio-ventriculaire concordante. Donc là, je dois comprendre la position spatiale des ventricules à cause de ça. Donc, je vais chercher quel est le ventricule qui est à droite, quel est le ventricule qui est à gauche, parce que le ventricule qui est à droite, il va se connecter à l'oreillette qui est à droite, et le ventricule qui est à gauche, il va se connecter à l'oreillette qui est à gauche, quelle que soit, oreillette gauche ou oreillette droite. Je vais m'intéresser également quel est le ventricule antérieur et quel est le ventricule postérieur, parce qu'à l'étage des deux gros vaisseaux, ou la jonction ventriculo-artérielle, le vaisseau qui est antérieur, il va se raccorder au ventricule antérieur, qui est toujours le ventricule droit, et le vaisseau qui est postérieur, il va se raccorder au ventricule qui est postérieur, qui est toujours un ventricule gauche. Donc, je répète, à l'étage atrial, je m'intéresse à l'oreille, je m'intéresse à quelle oreillette elle est à droite et quelle oreillette elle est à gauche. À l'étage des deux gros vaisseaux, je m'intéresse quel est le vaisseau qui est antérieur, quel est le vaisseau qui est postérieur. Alors qu'à l'étage ventriculaire, je vais m'intéresser à la fois quel est le ventricule qui est à droite pour savoir quel est le ventricule qui est à droite de celui qui est à gauche pour comprendre la jonction atrio-ventriculaire. Et je cherche également quel ventricule est antérieur et quel ventricule est postérieur pour comprendre la jonction ventriculo-artérielle. Donc là, au départ, je comprends que c'est un peu compliqué pour vous, mais vous allez voir que par la pratique, vous allez finir par comprendre. Très bien. Donc là, euh, une petite répétition. Tube cardiaque, primaire droit, ça va donner un C-loop qui est juste une euh, applicature du tube cardiaque. Et par la suite, on a ce qu'on appelle le S-loop qui va ramener le ventricule droit à droite si ça se fait en D-looping. Donc là, ça c'est D-looping parce que le ventricule droit est situé à droite et parce que l'applicature, elle est à droite. Je répète, c'est des répétitions parce que je comprends que pour ceux qui découvrent pour la première fois l'applicature du tube cardiaque, ça va leur paraître un peu difficile, mais avec la répétition, vous allez assimiler tout ça. Donc, des loops avec un ventricule, avec des loops avec une applicature du tube cardiaque à droite, ça va ramener un ventricule droit à droite et toujours antérieur. L-loop, plicature du tube cardiaque à gauche, ça va me ramener un ventricule droit
à gauche et toujours antérieure. Là, une remarque très importante qu'on va décrire. À l'étage, à l'étage ventriculaire, on ne cherche pas le ventricule gauche, il est où? À l'étage ventriculaire, on cherche le ventricule droit, il est où? C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train d'examiner un patient et je vous demande quelle est la loupe ventriculaire ou le situs ventriculaire, ce qu'on appelle le situs ventriculaire. Le situs ventriculaire, c'est-à-dire quel ventricule est à droite, quel ventricule qui est à gauche. Si je vous demande quel est le situs ventriculaire, vous allez me répondre le ventricule droit est à droite ou le ventricule droit est à gauche. Donc, on n'a pas le droit de dire situs ventriculaire, ventricule gauche à gauche ou ventricule gauche à droite. Non. Lorsqu'on parle de situs ventriculaire, ça veut dire on cherche le ventricule droit, il est de quel côté? Pourquoi? Parce que le looping, c'est quoi? C'est une plicature en réalité. Le ventricule gauche ne change pas de position. Le ventricule gauche, il va rester postérieur dans sa position normale. D'accord? Dans le tube cardiaque. Dans le tube cardiaque, c'est le ventricule droit qui va se plier sur le ventricule gauche. Donc, c'est le ventricule droit qui va se positionner à droite ou à gauche. Donc, lorsque je vous demande quel est le situs ventriculaire, vous n'avez pas le droit de me dire situs ventriculaire, donc le ventricule gauche à droite ou à gauche. Ça, c'est faux. Donc, situs ventriculaire, c'est par rapport au ventricule droit, il est de quel côté? Parce que c'est le ventricule droit qui va définir le situs. Donc, ventricule droit à droite, c'est ce qu'on appelle des loupes. Ventricule droit situé à gauche, c'est ce qu'on appelle le L-loop. Très bien. J'espère que ça a été vous avez bien compris jusque-là. Donc, concomitamment à cette plicature du tube cardiaque, donc là, vous voyez, une fois le tube cardiaque est plié, ça va me donner sur le plan histologique cet aspect. D'accord? Donc, sur cet aspect, on a une oreillette primitive qui est là, oreillette primitive qui est là. Cette oreillette primitive, elle va se diviser en deux pour donner une oreillette morphologiquement gauche et une oreillette morphologiquement droite. Lorsque je parle de morphologiquement gauche, morphologiquement droite, là, cela veut dire qu'à l'étage atrial, lorsqu'on a une division, une oreillette va donner une oreillette gauche. Mais cette oreillette, elle peut être à droite ou à gauche. Donc, les oreillettes, ce qui définit l'oreillette gauche ou l'oreillette droite, ce n'est pas sa position. Une oreillette gauche, c'est une oreillette gauche, ce n'est pas parce qu'elle est située à gauche. Une oreillette gauche, on l'appelle oreillette gauche parce qu'elle porte ce qu'on appelle un auricule de morphologie gauche. Une oreillette droite, on l'appelle oreillette droite parce qu'elle porte un auricule de morphologie droite. Donc, cela veut dire que l'oreillette primitive, elle va se diviser en deux pour donner une oreillette morphologiquement gauche, une oreillette morphologiquement droite. Et cette oreillette morphologiquement droite et gauche, droite, elle peut être à gauche comme elle peut être à droite. Donc, à l'étage atrial, à la différence de l'étage ventriculaire, lorsqu'on parle du situs atrial, je dois préciser, situs atrial, je dois préciser l'oreillette morphologiquement gauche, elle est de quel côté? Et l'oreillette morphologiquement droite, elle est de quel côté? Ce n'est pas comme à l'étage ventriculaire. À l'étage atrial, chaque oreillette, je dois définir sa position. Donc, je cherche l'oreillette qui porte une morphologie gauche, elle est de quel côté? Et je cherche également l'oreillette qui porte une morphologie droite, elle est de quel côté? Pourquoi? À l'étage ventriculaire, c'est simple. On a toujours un ventricule de morphologie gauche et un ventricule de morphologie droite. Donc, si je vous dis que le ventricule droit est à gauche, automatiquement, vous devez comprendre que à droite, il y a le ventricule gauche par élimination. Par contre, à l'étage atrial, on n'est pas sûr que les deux oreillettes, chacune va porter une morphologie différente. C'est-à-dire, à l'étage atrial, l'oreillette qui est à gauche peut prendre une morphologie gauche, l'oreillette qui est à droite peut prendre une morphologie droite. Ça va nous donner ce qu'on appelle un situs atrial solitus. Si l'inverse, c'est-à-dire l'oreillette qui est à droite, développe une morphologie gauche
et l'oreillette qui est à gauche développe une morphologie droite, ça va nous donner ce qu'on appelle un situs inversus. Donc là, on comprend. Donc je dois préciser, l'oreillette qui est à droite, elle est comment? L'oreillette qui est à gauche, elle est comment? Dans certaines conditions, l'oreillette qui est à droite développe une morphologie droite et l'oreillette qui est à gauche développe également une morphologie droite. Ça va nous donner ce qu'on appelle un isomérisme. L'isomérisme droit, c'est-à-dire j'ai deux oreillettes de morphologie droite. Donc c'est très important à l'étage atrial de dire que à droite, j'ai quelle morphologie auriculaire et à gauche, j'ai quelle morphologie auriculaire. C'est pas comme à l'étage ventriculaire où un des deux ventricules est forcément un ventricule gauche, l'autre ventricule est un ventricule droit. À l'étage atrial, ça change complètement. Donc, lorsque j'examine les oreillettes, je dois examiner l'oreillette qui est à droite, elle est de quelle morphologie? Également, l'oreillette qui est à gauche, elle est de quelle morphologie? C'est très, très important. Donc, à l'étage ventriculaire, on a déjà développement du ventricule gauche et futur ventricule droit. Et si vous remarquez sur cette image, entre le ventricule gauche et l'oreillette primitive, il y a un petit couloir qui va se développer et ce couloir, on l'appelle canal atrio-ventriculaire. Pardon, canal atrio-ventriculaire. Atrio-ventriculaire. D'accord? Donc, ce canal atrio-ventriculaire, il relie quoi à quoi? Il relie l'oreillette primitive au ventricule gauche. Là, le ventricule droit, il n'est pas concerné du tout par rapport à cette jonction. Vous voyez sur cette image. Donc, oreillette primitive est connectée au ventricule primitif via un canal qu'on appelle canal atrio-ventriculaire. Ce canal atrio-ventriculaire, il va être envahi par des cellules. Classiquement, ces cellules, on les schématise en jaune. Je ne sais pas pourquoi, mais on le fait. Donc, c'est cette jonction atrio-ventriculaire, ou ce qu'on appelle canal atrio-ventriculaire, elle va être envahie par des cellules. C'est des cellules mésenchymateuses. Les cellules mésenchymateuses, mais ce n'est pas le même tissu qui forme le tube cardiaque primaire. J'ai le tube cardiaque primaire avec les champs cardiaques primaires qui va nous donner les précurseurs. Et par la suite, ces cellules vont secondaire, c'est-à-dire tardivement, envahir le cardiaque secondaire. Cet envahissement exodermique, mais principalement, ce n'est pas des cellules mésodermiques, c'est des cellules mésodermiques différenciées. Donc, le mésoderme, lorsqu'il donne un tissu, ils n'ont pas le tissu directement. Ils passent par une étape intermédiaire qu'on appelle les cellules mésenchymateuses. Donc, on a cellules du mésoderme qui vont se différencier en cellules mésenchymateuses et c'est les cellules mésenchymateuses qui vont par la suite donner d'autres tissus cardiaques. D'accord. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est pas du mésoderme. C'est vrai que c'était mésoderme. Mésoderme, c'est des cellules non différenciées qui vont se transformer en cellules mésenchymateuses, qui sont des cellules plus différenciées. Ces cellules mésenchymateuses vont par la suite envahir le tube cardiaque pour donner les autres tissus. Donc là, c'est juste pour clarifier cette histoire de cellules mésenchymateuses. Donc, les cellules mésenchymateuses qui dérivent, je répète, du mésoderme, vont envahir la région qui est situé entre l'oreillette primitive et le ventricule primitif, qu'on appelle le canal atrio-ventriculaire, et cellules mésenchymateuses, on le forme ce qu'on appelle les bourgeons endocardiques. C'est ça ce qu'on appelle les bourgeons endocardiques. Les bourgeons endocardiques. Ces bourgeons endocardiques, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont fusionner au milieu pour créer deux. Donc là, les bourgeons endocardiques, supérieurs et inférieurs, vont fusionner au milieu pour créer deux orifices, un orifice mitral et un orifice tricuspide.
Très bien. Donc là, vous voyez le ventricule gauche, je répète, est relié à l'oreillette primitive par le canal atrioventriculaire. De la même manière, le ventricule droit, qui est loin à ce stade de l'oreillette, ce ventricule droit, et par contre, supporte l'outlet. Donc là, la partie de sortie, où supporte le truncus, c'est la partie qui va nous donner l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc, vous voyez, le ventricule droit est relié directement à l'outlet ou l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc l'aorte et l'artère pulmonaire, à ce stade, sont loin du ventricule gauche. Donc, en quelque sorte, si vous voulez, le ventricule gauche est connecté au septum d'admission, à tout ce qui rentre au ventricule gauche. Le ventricule droit est connecté au septum, à l'outlet. Donc là, le ventricule gauche est connecté à l'admission, le ventricule droit est connecté à la voie de chasse. Et là également, la partie qui relie le ventricule droit au tronc artériel commun, au truncus, la voie au truncus, il va être également envahi par des cellules mésenchymateuses qui vont donner ce qu'on appelle les bourgeons endocardiques de l'outlet. D'accord. Donc là, au niveau du canal atrioventriculaire, ça va donner ce qu'on appelle les bourgeons endocardiques atrioventriculaires. Et à la sortie, on a les bourgeons endocardiques de l'outlet. Les bourgeons endocardiques de l'outlet vont de la même manière diviser en deux le conus, d'accord? Et si ça divise en deux le conus, ça va donner le conus sous-pulmonaire et le conus sous-aortique. Il va diviser également le truncus pour donner ce qu'on appelle l'artère pulmonaire et l'aorte. Le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte. Donc, tout ça, c'est les bourgeons endocardiques qui vont faire tout ça. Mais il y a une particularité par rapport aux bourgeons endocardiques de l'outlet, c'est quoi? C'est que cette septation ne peut pas se faire s'il n'y a pas d'intervention des cellules de la crête neurale. Donc là, vous voyez, il y a des cellules d'une autre lignée cellulaire qui est la crête neurale. Si vous vous rappelez, la crête neurale qui va nous donner le système nerveux central dérive de l'ectoderme. Le cœur dérive du mésoderme. Les cellules qui dérivent de l'ectoderme et qui vont me donner la crête neurale vont progressivement envahir le cœur et vont participer à la septation de l'outlet. Et cela nous explique pourquoi, par exemple, les malades qui ont un syndrome particulier, comme le syndrome de Dijorge par exemple, ou une trisomie 18, dans la trisomie 18, on a par exemple des malades qui ont une agénésie du corps calleux. D'accord? Ils ont le corps calleux qui est agénésique. Ils ont également une CIV de l'outlet. Ils ont également parfois un tronc artériel commun. Ils ont parfois une fenêtre aortopulmonaire. Parfois, ils ont un canal artériel. Donc, pourquoi? Parce que les mêmes cellules qui vont participer à la création du corps calleux vont également participer à la septation de l'outlet. Donc, si vous voyez un patient qui a une trisomie 18 et on vous dit qu'il a une agénésie du corps calleux, vous allez tout de suite chercher la septation de l'outlet. Généralement, c'est ça qu'on a comme problème, la septation de l'outlet. On cherche s'il a une CIV de l'outlet, s'il a une tétralogie de Fallot, un VDDI, un tronc artériel commun. C'est les anomalies de l'outlet. Donc là, pourquoi? Parce que ces cellules, et si vous vous rappelez, ces cellules, on les appelle les cellules du champ cardiaque secondaire qui dérivent de la crête neurale qui vont participer à cette séparation. Donc, si vous suivez bien cette progression, on va comprendre que ce canal atrioventriculaire, il supporte principalement cette oreillette primitive. Si le développement embryonnaire s'arrête à ce stade, donc là, l'embryon, il décide d'arrêter le développement de son cœur à ce stade, c'est-à-dire à un stade où les oreillettes sont branchées exclusivement sur le ventricule gauche et le ventricule droit
il n'est pas complet, il donne l'outlet. Là, ça va me donner ce qu'on appelle une atrésie tricuspide. Vous voyez, l'atrésie tricuspide ressemble à un embryon qui a arrêté son développement à peu près à 1 mois et demi de développement embryonnaire. Et là, vous voyez, dans l'atrésie tricuspide, j'ai le ventricule gauche qui, qui est connecté via le canal atrioventriculaire aux oreillettes, aux deux oreillettes, alors que le ventricule droit, il est là. Donc là, ce n'est pas un ventricule droit, c'est un ventricule droit qui n'a pas achevé son développement. Donc, je ne peux pas l'appeler ventricule droit, on l'appelle cavité accessoire. Donc là, vous voyez, ça ressemble exactement à ça. Donc ça, c'est un cœur qui a arrêté son développement. Donc l'atrésie tricuspide, on dit que l'atrésie tricuspide, c'est parmi les malformations cardiaques qui apparaissent les plus précoces, si ce n'est pas le plus précoce type d'arrêt cardiaque. Donc là, d'arrêt de développement cardiaque. Donc ça, c'est un cœur d'un embryon qui a arrêté son développement. C'est pour ça que la CIV qui est là, vous voyez, la CIV qui relie le ventricule gauche au ventricule droit rudimentaire, cette CIV, on ne l'appelle pas CIV. Van Prague l'appelle foramen bulboventriculaire. Pourquoi foramen bulboventriculaire? Toute communication qui existe chez l'embryon, on l'appelle foramen. Foramen, c'est une communication. En général, cette communication, elle est transitoire, elle n'est pas définitive. Cette communication, elle participe à régler un problème particulier. Là, par exemple, le ventricule gauche, il est là. Le ventricule droit, il est à droite ici, il n'est pas complet. Vous voyez, le ventricule droit, il n'est pas connecté à l'oreillette. Donc, l'oreillette ne peut pas pomper du sang directement vers l'oreillette, vers le ventricule droit, donc, parce qu'il n'y a pas de connexion directe. Le ventricule droit, il va se remplir ou il reçoit le sang à partir du ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche, il reçoit le sang à partir de l'oreillette primitive. Donc, on a l'oreillette primitive qui donne le sang vers le ventricule gauche et le ventricule gauche, il va remplir le ventricule droit via ce qu'on appelle le foramen bulboventriculaire. Je répète, foramen, c'est une communication transitoire au niveau du cœur de l'embryon et qui va par la suite se fermer. Et s'il y a arrêt de progression et le ventricule droit ne se connecte pas à l'oreillette primitive, alors ce foramen bulboventriculaire, il persiste. Donc, dans l'atrésie tricuspide, la CIV, on l'appelle foramen bulboventriculaire parce que c'est un conduit embryonnaire normal. Très bien. Et là, vous voyez la circulation sanguine, comment elle se fait. Elle se fait de l'oreillette vers le ventricule gauche et du ventricule gauche vers le ventricule droit rudimentaire via un foramen bulboventriculaire. Très bien. Donc, un mot sur la septation. La septation, très bien. La septation, si vous vous rappelez, elle consiste à séparer à diviser les trois segments, chaque segment en deux parties. Le segment atrial va se diviser par le septum en deux pour donner l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Le septum ventriculaire va séparer les deux ventricules et le septum aortopulmonaire qui est là, il va séparer l'aorte du tronc de l'artère pulmonaire. Donc, chaque segment, je répète, on a trois segments. Chaque segment va se diviser par un septum en deux qui va nous donner un septum à droite et un septum à gauche. Plutôt une cavité à droite, une cavité à gauche. On commence par la septation atriale. Donc, la septation atriale, principalement, elle est le septum, la séparation entre les deux oreillettes. Au départ, on a une oreillette primitive, si vous vous rappelez, cette oreillette primitive, qui va se diviser en deux pour donner une oreillette droite et une oreillette gauche. Le premier segment, cette septation, elle est complexe, c'est-à-dire il ne faut pas imaginer qu'on a une seule chambre qui va se diviser par un mur en deux. Non, c'est un système un peu particulier. Ce système, il consiste à quoi? D'abord, cette septation, elle commence par un septum fibreux qu'on appelle
le septum primum. Le septum primum, on l'appelle primum parce que c'est la première partie qui va apparaître. Elle va apparaître sur la partie supérieure et postérieure de l'oreillette primitive. Ce septum primum, il dérive des cellules mésenchymateuses. C'est principalement ce qu'on appelle le mésenchyme dorsal. Le mésenchyme dorsal, si vous voulez, c'est une réserve. Là, si vous vous rappelez, le, 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 les, le mésoderme, qui sont des cellules qui ne sont pas du tout différenciées. L'embryon, il ne peut pas garder, c'est très risqué de garder des cellules non différenciées au sein d'un embryon parce que ces cellules qui sont pluripotentes peuvent créer des dégâts par la suite. Donc là, l'embryon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rapidement, si vous voulez, partiellement différencier ces cellules et va les garder sous forme de réserve. Donc, le mésoderme, il va se différencier en cellules mésenchymateuses qui sont partiellement différenciées. Mais ces cellules mésenchymateuses qui sont partiellement différenciées, ne sont pas totalement différenciées. C'est-à-dire, c'est des cellules qui peuvent donner plusieurs types de cellules, mais dans un champ précis. Ces cellules mésenchymateuses ne vont pas, par exemple, donner de l'os. Ils vont donner juste un certain nombre de cellules. C'est pour ça qu'ils sont partiellement différenciés. Donc, ces cellules mésenchymateuses qui sont une réserve, vont progressivement envahir cette oreillette primitive. Ils vont donner ce qu'on appelle le septum primum. C'est ça le septum primum. Le septum primum est un septum fibreux. Il ne va pas par la suite se musculariser. Il va garder toujours sa forme fibreuse. Vous allez voir qu'à l'échocardiographie, à un certain moment, vous voyez une région du septum interatrial qui est très fine. Donc, tout ce qui est fin, c'est un septum fibreux qui est le septum primum. Alors que le septum secundum, là, vous voyez ça, ce que vous voyez en jaune, c'est le septum primum. Donc, le septum primum, il va progressivement se développer en forme de croissant vers le canal atrioventriculaire. Donc, je répète, le septum primum, il apparaît sur la paroi supérieure et postérieure de l'oreillette primitive. Il va progresser en croissant vers le canal atrioventriculaire. Donc là, il va progresser progressivement. D'accord? Donc là, on imagine que le canal atrioventriculaire, il est là. Donc le canal atrioventriculaire, il est là. Et ce septum primum, il va progresser progressivement vers le canal atrioventriculaire en forme de croissant. Je répète, ce septum primum que vous voyez ici, il va garder toujours sa texture fibreuse. Il ne va pas se musculariser. Une autre partie du septum qui va progressivement apparaître et qui va porter le nom du septum secundum. Septum secundum, on l'appelle septum secundum parce que c'est la deuxième partie de l'acceptation. Ce septum secundum, il va rapidement se musculariser. Donc, il va donner la partie épaisse du septum interventriculaire. Et si vous voyez, le septum primum, lorsqu'il se développe en croissant, il va délimiter une partie ici qu'on appelle le foramen primum. Pourquoi le foramen primum? Parce que si vous vous rappelez, l'oreillette, le retour veineux pulmonaire, il ne se développe pas avec l'oreillette gauche, il se développe indépendamment de l'oreillette gauche. L'oreillette gauche a besoin d'être perfusée, c'est-à-dire j'ai besoin que le sang passe dans l'oreillette gauche. Du moment où cette oreillette gauche, elle ne va pas recevoir du sang, elle a besoin d'une communication interatriale pour recevoir du sang à partir de l'oreillette droite. L'oreillette droite, d'office, elle a un sinus venosus qui ramène du sang périphérique. Donc là, l'oreillette gauche, elle va se remplir principalement à partir de l'oreillette droite. Et cela explique pourquoi on aura besoin continuellement d'une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. C'est pour remplir l'oreillette gauche qui ne reçoit pas de sang. Et si vous vous rappelez, cette communication, chez l'embryon, on l'appelle toujours foramen, quel que soit, foramen à l'étage atrial ou foramen à l'étage ventriculaire. Et du moment où le premier foramen qui apparaît, il est délimité par le septum primum, ce foramen, on l'appelle foramen primum. Et on l'appelle s'il y a ostium primum, pourquoi?
Parce que ça ressemble à un foramen primum. Donc, le foramen primum, s'il persiste, il va me donner une scia ostium primum. D'accord? Donc, il n'y a pas de lien entre septum primum et scia ostium primum. Donc là, il n'y a pas de lien. Par contre, un foramen primum ressemble à une scia ostium primum. C'est pour ça qu'on appelle scia ostium primum. Donc, scia ostium primum, c'est une persistance du foramen. Une fois que le foramen primum avance très très bien, donc je répète, s'il y a persistance du foramen primum, on aura une scia ostium primum. Une fois que si ce foramen primum il se développe, il va progressivement fermer le septum, le foramen primum. Là, vous voyez, cette partie, foramen primum, est fermée, complètement fermée. Donc, si le foramen primum persiste, ça va donner une scia ostium primum. Si le foramen primum se ferme, donc il n'y aura plus de scia ostium primum. Par contre, si vous vous rappelez, on a besoin continuellement d'une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Et si le foramen primum il se ferme, là, l'oreillette gauche, elle va faire comment pour qu'elle se remplisse? On aura quoi? On aura progressivement résorption d'une partie centrale, de la partie centrale du septum primum. Si vous vous rappelez, en jaune, ça, c'est le septum primum. Donc, le septum primum, pardon, ça n'écrit pas. Le septum primum, en jaune, c'est le septum primum. Le septum primum, au départ, il donnait l'ostium primum. S'il ferme l'ostium primum, qu'est-ce qu'il va faire? Une partie centrale de ce septum primum, elle va se résorber et ça va donner quoi? Je pense que vous l'avez deviné. S'il se résorbe, ça va donner une communication secondaire entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Donc, secondaire, ça veut dire quoi? Communication, du moment que c'est un embryon, je vais l'appeler foramen. Du moment où cette communication, c'est la deuxième communication qui apparaît, je vais l'appeler foramen secondum. Et c'est la persistance de ce phénomène, de ce foramen secondum, après la naissance, qui va me donner ce qu'on appelle une scia septum secondum. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle scia septum secondum, parce que c'est une persistance du foramen secondum. Progressivement, ce foramen secondum, il va se fermer. Et s'il se ferme, il va se fermer par quoi, ce foramen secondum? Il va se fermer par le développement d'un autre septum qu'on appelle le septum secondum. Donc là, ce qui est en vert, c'est le septum secondum. Pourquoi septum secondum? Là, je sais que parfois, il y a une confusion entre septum secondum et foramen secondum. Donc, septum, c'est la septation, c'est le tissu qui sépare entre les deux oreillettes. Foramen, c'est communication. Septum primum, c'est le premier septum qui apparaît. Septum secondum, c'est le deuxième septum qui apparaît. Donc, on aura principalement deux septums. Même après la naissance, même chez l'adulte, on a deux septums. On a le septum primum et le septum secondum. Foramen, foramen primum, c'est la communication qui apparaît en premier. Foramen secondum, c'est la communication qui va apparaître en deuxième. Donc, une fois que ce foramen secondum se ferme, par quoi? Par le développement du septum secondum. Ça, c'est vraiment vers la fin du développement embryonnaire. Là, on a des difficultés. Si vous vous rappelez, on a toujours besoin d'une communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Vous allez me dire que vers la fin du développement embryonnaire, les veines pulmonaires sont déjà connectées à l'oreillette gauche. Donc, l'oreillette gauche, elle va recevoir du sang. Eh bien non, pourquoi? Parce que l'embryon, il ne respire pas. Donc, l'embryon, ses poumons sont fermés. Donc, il n'y a pas de retour veineux pulmonaire. Même si les veines pulmonaires sont déjà connectées à l'oreillette gauche, mais cette oreillette gauche, elle ne reçoit pas de sang à partir des veines pulmonaires parce que les poumons ne travaillent pas. Donc, l'ensemble du retour veineux qui va passer dans l'oreillette gauche provient de l'oreillette droite. Et là, si le septum secondum ferme
le foramen secondum, comment il y aura cette communication entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche vers la fin du développement embryonnaire. Ça va se faire par ce qu'on appelle le foramen ovale perméable. Donc, pour résumer les choses, les communications entre les deux oreillettes se fait au départ par le septum primum. Une fois que le septum primum est fermé, il y a une résorption de la partie centrale pour donner le foramen secondum. Une fois que le foramen secondum est fermé par le septum secondum, on a le foramen ovale qui va prendre le relais. Vous voyez le foramen. Donc, on a principalement trois foramens. Si le foramen ovale, par contre, persiste après la naissance, généralement le foramen ovale persiste, le foramen ovale se ferme dans les premiers mois chez le nourrisson. Les premiers mois, principalement sixième mois, ça va se fermer le foramen ovale. Si le foramen ovale persiste, qu'est-ce que ça va donner? Vous l'avez deviné, ça va donner un FOP, un foramen ovale perméable. D'accord. Donc, pour simplifier les choses, persistance du foramen primum va donner une CIA ostium primum. Persistance du foramen secondum va donner une CIA ostium secondum. Persistance du foramen ovale va donner un foramen ovale perméable chez l'adulte. Donc, tout ça, c'est pour résumer la situation. Donc, un exemple d'une CIA ostium secondum. Donc, tout ça, c'est une CIV. Très bien. On revient au canal atrio-ventriculaire. Si vous voyez, la jonction au départ, le ventricule primitif qui va me donner le ventricule gauche est connecté à l'oreillette primitive. Et vous voyez qu'entre les deux, si vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle le canal atrio-ventriculaire. Et là, vous avez, je présume, deviné que si le canal atrio-ventriculaire ne se... Voyez, c'est ça le canal atrio-ventriculaire. Et voyez le canal, si vous vous rappelez, le canal atrio-ventriculaire, il va être envahi par ce qu'on appelle les bourgeons endocardiques. Les bourgeons endocardiques. Et ces bourgeons endocardiques latéraux, et on a des bourgeons endocardiques supérieurs et inférieurs. Donc là, bourgeons endocardiques supérieurs, inférieurs et les latéraux. Les latéraux vont donner par la suite les valves, les deux valves vont contribuer à la formation des valves mitrales et valves tricuspides. Alors que, vous voyez ici, les bourgeons endocardiques supérieurs et inférieurs vont progressivement fusionner au milieu pour nous donner un orifice mitral et un orifice tricuspide. S'il n'y a pas de fusion des bourgeons endocardiques, donc là, vous voyez, s'il n'y a pas de fusion des bourgeons endocardiques supérieurs et inférieurs, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un CAV. D'accord? Donc, le CAV, par définition, c'est quoi? C'est absence de fusion des bourgeons endocardiques, principalement les bourgeons supérieurs et inférieurs. Et là, ça va donner ce qu'on appelle un CAV. Donc là, le CAV, c'est ça. Vous voyez le CAV? Le CAV, c'est ça. C'est lorsqu'on a absence de fusion entre les bourgeons endocardiques supérieurs et inférieurs au milieu, ça va donner un canal atrio-ventriculaire et là, sans fusion au milieu des bourgeons endocardiques. Et vous voyez, dans le canal atrio-ventriculaire, on a ce qu'on appelle une cilla ostium primum. Pourquoi on a une cilla ostium primum? Vous l'avez deviné, parce qu'il y a une persistance du foramen primum qui est là. Très bien. Progressivement, on va essayer de parler de la septation des ventricules est un phénomène plus complexe. On va essayer de parler de la septation ventriculaire dans ce qu'on appelle dans les CIV. Donc, chaque CIV
et provient d'un problème de septation particulier, ça c'est un. Et on va parler de la septation ventriculaire également dans le ventricule unique. Donc là, on va préserver tout ça dans le ventricule unique. On parle maintenant de la septation du conus. Vous voyez, le conus, il va se diviser en deux pour donner le conus sous-aortique et le conus sous-pulmonaire. Et la partie vasculaire, elle va diviser l'aorte du tronc de l'artère pulmonaire. Donc là également, on verra tout ça le jour où on voit le tronc artériel. Et là, vous voyez, quatrième partie de cet exposé, on va parler du wedging. Donc le wedging, c'est quoi? Une fois que la septation entre le ventricule, entre l'aorte et l'artère pulmonaire, elle s'est faite, le conus sous-aortique et le conus sous-pulmonaire, donc là on a la séparation entre le conus sous-aortique et le conus sous-pulmonaire, la séparation entre les deux. Le conus sous-aortique, vous voyez sur cette image, voilà. Vous voyez sur cette image, ça c'est future aorte. Vous voyez aorte. Et ça c'est futur tronc de l'artère pulmonaire. Donc les deux sont en antérieur parce que les deux sortent du ventricule droit. D'accord? Vous voyez, au départ, l'aorte, elle est là. L'artère pulmonaire, elle est là. Pourquoi l'aorte, elle est antérieure? Parce que, tout simplement, elle est séparée de sa position finale. Vous voyez, l'aorte, sa position finale, elle est là. Pourquoi l'aorte, elle est restée antérieure ici? Parce qu'elle a un conus sous-aortique. Conus sous-aortique. Et c'est ce conus sous-aortique qui sépare l'aorte du ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche est là. Alors que le septum, plutôt le conus sous-pulmonaire, il est là. Il n'y a pas de problème. Donc, pour rapprocher l'aorte de son ventricule gauche, l'aorte, elle est antérieure, pour que ce ventricule, cette aorte se raccorde au ventricule gauche, il y aura ce qu'on appelle une résorption. Vous voyez, le conus, il est là, sous-aortique. Vous voyez, il diminue de taille. Il va se résorber progressivement jusqu'à la résorption complète. Une fois il y a une résorption complète, l'aorte, elle va se positionner dans sa position finale. Et la position finale de l'aorte, c'est quoi? C'est entre les deux anneaux aortiques, les deux anneaux mitral et tricuspide. Donc, vous voyez, les deux anneaux mitral sont là. Donc, les deux anneaux mitral et tricuspide se forment en forme de 8. Et l'aorte, elle va se mettre entre les deux de cette manière. Et tout ça, grâce à quoi? Grâce à la résorption du conus sous-aortique, donc ce muscle qui s'est résorbé pour approcher l'aorte des deux anneaux mitral et tricuspide. Donc, elle va se mettre sur les deux de cette manière. Et ce phénomène, on l'appelle le wedging. Donc, l'aorte, elle est en antérieur, elle passe en postérieur entre la valve aortique et la valve mitrale. Donc, ça va donner ce qu'on appelle un wedging. Et l'aorte, une fois se connectée, elle va nous donner ce qu'on appelle le trigone fibreux. Donc, c'est ça le trigone fibreux. Le trigone fibreux, c'est ça. Donc, le trigone fibreux, c'est le fait de trouver une continuité fibreuse entre l'anneau aortique, l'anneau mitral et l'anneau tricuspide. Donc, le trigone fibreux, il est là. C'est ça le trigone fibreux, je représente en jaune. Et le trigone fibreux, ça explique pourquoi, si on a une endocardite de la valve mitrale, on cherche toujours une endocardite de la valve aortique. Pourquoi? Parce que les deux sont en continuité fibreuse. Les deux sont reliés par le trigone fibreux. Donc, il y a un passage, si vous voulez, en contiguïté du germe. La valve tricuspide,
également, lorsqu'elle est touchée, il y a un risque de toucher plutôt la valve aortique parce qu'il y a également entre les deux le trigone fibreux. Par contre, la valve pulmonaire, elle reste loin. Il y a un muscle qui sépare le reste de ce. Très bien. Donc là, vous voyez le wedging. Le wedging, on le voit très bien sur cette image. Et vous voyez l'aorte, au départ, elle est antérieure sur le VD. Elle va reculer progressivement pour se connecter sur le ventricule gauche. Et une fois connectée, ça donne une concordance ventriculo-artérielle normale avec un VG sur une aorte. Donc là, si l'aorte elle persiste en antérieur sur le VD, ça va donner un VDDI. Si elle recule un peu et elle arrête sa progression à un certain moment, ça va donner ce qu'on appelle une tétralogie de Fallot. D'accord? Donc, tout ça, c'est les anomalies de wedging, les VDDI, les tétralogies de Fallot, certaines formes de TGV. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les anomalies de wedging. Un autre exemple de l'anomalie de wedging, vous voyez l'aorte, elle est là, le ventricule gauche est là. Vous voyez, l'aorte est restée antérieure sur le ventricule gauche, sur le ventricule droit, et l'artère pulmonaire, c'est elle qui a reculé, et ça va donner une TGV. Donc ça, c'est une anomalie du wedging. Vous voyez l'aorte, là, elle est antérieure, restée branchée sur le VD, alors que le VG est branché sur le ventricule droit. Donc, pour on arrive à terme de cette présentation. Donc là, c'est juste un petit rappel embryonnaire, mais surtout pour introduire certains termes qu'on va utiliser par la suite euh, pour expliquer les autres anomalies. Si vous avez des questions, je vous écoute. Mohamed, Oui, Rachid. خويا يعطيك الصحة والله سي l'exposé était très clair. Allah يسلمك. Allah يعطيك الصحة, c'était bénéfique. Je ne sais pas, est-ce que nos résidents, ils ont des questions à poser, essentiellement les quatrièmes années. Je Donc, commence par Rzine. Voilà, Rzine. Rzine. Non, le ZIN a fait du congénital. Donc, normalement, c'est moi qui dois poser des questions. Parce que Rzine, actuellement, c'est la meilleure résidente du service. Elle est la meilleure. Tu crées déjà le. Tu es en Elle train est de là, créer déjà. vraiment mieux que Namoun ou Chepol ou كل شيء. وين راهي؟ هربت. Non, Namoun. je pense. C'est pas Namoun. Vous m'entendez, Namoun? Namoun. Bon, il ne répond pas, Namoun. Je pense, sinon, on va, tu sais ce qu'on va faire. Je vais, Namoun, il est là. Donc, mamie, il oui, signale oui, qu'il il est est là. là, il est là. Je sais Ce pas, qu'on est-ce va que vous faire, avez هذا des اللي questions نسمع des فيك autres? وي. Namoun, vous n'avez pas des questions là? Bon, tout était clair, hein. Grâce à Dr. Touati, il a bien expliqué le cours, hein. يعطيه الصحة. Résine, elle est de garde, Oustad, ou vous savez bien, la connexion, elle est un peu médiocre au niveau de l'hôpital, donc n'a pas pu joindre. Elle s'excuse. Allez, c'est Namoun. Bon, tu restes le meilleur résident de service, c'est Namoun. Ah, ma boune Nawadou, hein. Donc, Namoun, donc, Mohamed, est-ce qu'on peut enchaîner la semaine avec un autre cours? Mais dis avec votre équipe ici, est-ce que les autres, les mecs du service, sinon, ils peuvent nous aider? je vais voir. Sinon, samedi, sinon le début de la semaine prochaine. Parce que je serai en déplacement cette semaine, fin de semaine. Donc, début de la semaine prochaine, normalement, on peut faire une séance. Mais entre-temps, ce que je vais essayer de faire, je vais je vais t'envoyer l'enregistrement. Comme ça, ils vont essayer de revoir le cours et poser des questions par la suite, la prochaine fois, s'il y a des questions à faire. قول لي Mohamed, les autres médecins de votre équipe, est-ce qu'ils peuvent participer avec Je vais d'autres voir, cours? bien sûr, je vais voir avec Wadah. Donc, Wadah, Ah, normalement, elle a préparé déjà un très travail. bien. Donc, je vais voir avec elle. Au cours de cette semaine, il كان نقدروا نديروا ثاني un autre cours, ça sera bénéfique. Voilà, je vais voir avec Wadah. Je vais voir demain avec Wadah, Inch'Allah, ou s'il y a
une présentation à faire, elle va vous la présenter, Inch'Allah. يعطيك الصحة محمد بارك الله Ah, فيك الله يعطيك يعطيك الصحة. Merci, الله merci à يخليك tous. على خير. ميرسي Aïe, ميرسي à Slama, vous. bonne soirée, Slama. سلام سلام